Donc Jean-Louis Guillonnet, c'est un artiste et musicien, improvisateur, un musicien, joueur du saxophone, plasticien. Il faisait ses études à l'Université Paris 1 où il a rencontré André Almuro, ce qui était décisif aussi pour lui, pour son travail des années 80. Donc aujourd'hui, il va nous présenter son travail au travers de son travail artistique. Il va nous essayer de faire, donc d'agir et de penser par le son. Donc je lui laisse la parole. Bonjour, je me suis permis de venir avec quelques acolytes. Quand un rien nous arrive, si l'expérience d'un silence au second degré nous apprend à convertir le continu en vide, que sera l'expérience d'un bruit au second degré? Et que nous apprendra-t-il? Nous convertissons le continu en silence parce que nous sommes obligés. Si le silence est une question de morphologie du son et d'échelle de temps, c'est aussi une question de survie. Autrement dit, sans conversion pas de silence, et sans silence pas de vide entre les sons différenciés et potentiellement signifiants. Finalement, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le silence au premier degré est théorique. Le silence au deuxième degré est pratique. Puis il cessa de se demander quoi que ce fût, cessant en même temps de voir, quoiqu'il s'efforçât de garder les yeux ouverts et de se tenir le plus droit possible sur sa selle, tandis que l'espèce de vase sombre dans laquelle il lui semblait se mouvoir s'épaississait encore. Et il fit noir tout à fait. Et tout ce qu'il percevait maintenant, c'était le bruit, le martèlement monotone et multiple des sabots sur la route se répercutant, se multipliant, des centaines de milliers de sabots à présent, au point, comme le crépitement de la pluie, de s'effacer, se détruire lui-même, engendrant par sa continuité, son uniformité, comme une sorte de silence au deuxième degré, quelque chose de majestueux, monumental, le cheminement même du temps, c'est-à-dire invisible, immatériel, sans commencement, ni fin, ni repère. Claude Simon. La conversion du continu en vide n'implique pas forcément qu'il soit inintéressant, par contre elle implique une certaine forme d'attention, une apnée, où l'inintérêt, décidé, demande qu'aucun naguet ne soit convoqué pour des raisons X. Quand la guet n'est pas convoquée, l'apnée a des chances d'émerger et un silence de se faire, ou pas. Les raisons X reviennent à la situation, plutôt que de... Les raisons X reviennent à la situation, plutôt que de le dire soporifique, disons que le continu éveille l'apnée. L'apnée se confond avec le silence fond et la guerre avec le silence suspens. Mais il n'y a pas de suspens sans quelque intérêt,
sans quelque chose de signifiant ou d'intéressant, sans même quelque signifiant ou intérêt qui l'entoure. Il y a un silence entre deux mots. Le gendre, que signifie le vide pour l'homme? Nous savons qu'il faut du vide entre les lettres pour qu'il y ait des mots, et que sans la séparation des mots et des choses, il n'y aurait pas de vie de l'espèce humaine. Fin de citation. On sait que le son jamais ne s'arrête, pourtant, nous connaissons l'expérience du silence. De la deux logiques quant au vide, d'une part le vide est le plein de tout ce qui, petit, ne nous intéresse pas, d'autre part, c'est une durée assez continue pour pouvoir être converti en vide. Donc, 1. Le silence est plein de merde. 2. Le silence est ce qui est assez continu pour être converti en vide. 1. Tire le silence du côté du bruit gênant, de l'indésirable et même de la douleur. 2. Tire le silence du côté du bruit de fond, c'est-à-dire du fond sonore du sonore. 1 et 2 se croisent sur l'ennuyeux. Tu vas trop vite. Revenons au silence au second degré. Grosso modo, le silence au second degré émerge du bruit de fond en regard. Mais y a-t-il forcément un regard? Y a-t-il forcément une symétrie? Le bruit au second degré devrait émerger du silence. Mot pour bruit, 1h30. Si le Newsmonk a dit cette phrase, il fait toujours nuit, sinon on n'aurait pas besoin de lumière. Fin de citation. Cette phrase, c'est un peu l'écriture du désastre, comme si Blanchot avait été un jazzman. La phrase dit que la lumière est plutôt faite que donnée et que la nuit, elle, est donnée. La lumière est une tâche. La nuit toujours, c'est le continu dans l'espace et dans le temps, et la lumière, la coupe. La nuit est un bloc, la lumière l'outil adéquat pour le tailler. Si l'on transpose en bruit cette nuit de Monk, on obtient quelque chose que l'on sait déjà, il y a toujours du bruit, sinon on n'aurait pas besoin de silence. On aimerait pouvoir dire, il fait toujours bruit, sinon on n'aurait pas besoin de silence. Ou le silence est donc à faire, comme la lumière est à faire. Il y a l'affirmation d'un artifice des deux côtés, mais celui de la lumière est bien plus choquant que celui du silence. Le silence
Nous le savons artificiel, il est là avec les formes et les signes, entre eux, briques de temps, coins glissés, entre les signes. L'artifice de la lumière nous renvoie directement à l'artifice. Il est plus facile de faire taire les aiguilles bavards dans le barouf que de trouver l'apnée adéquate quand précisément rien n'arrive avec un apostrophe ou rien arrive sans le N. Que rien n'arrive renvoie à l'absence de vide à l'intérieur, c'est que rien n'arrive, car rien, jamais ne peut arriver. Savoir si ce rien consiste, ou n'est que l'expression de la négation. Le rien ne peut pas arriver, mais un rien parmi d'autres peut, lui, arriver, sans doute. Quand un rien nous arrive, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le un, il y a le nous, il y a le rien, il y a l'arrivée. Il faut individuer ce rien, l'adresser, savoir quelque chose sur rien, et il faut qu'il arrive. Quand rien n'arrive et que rien ne peut arriver, ou plutôt, quand un rien arrive et que l'on sait que rien ne peut jamais arriver, ça crie. BF piste 3, 35, 10, 3 décembre 14, 18h. Si seulement je pouvais ne plus entendre cela, j'en serais bien soulagé. Quoi donc, mon cher? N'entendez-vous rien? N'entendez-vous pas cette terrible voix qui crie tout autour de l'horizon et qu'on appelle d'habitude silence? BF piste 3. Buchner. Si seulement je pouvais ne plus entendre cela, j'en serais bien soulagé. Quoi donc, mon cher? N'entendez-vous rien? N'entendez-vous pas cette terrible voix qui crie tout autour de l'horizon et qu'on appelle d'habitude silence? Le cri de Lenz, c'est le bruit au second degré, appelons-le B2, c'est quand l'alternance de la présence et de l'absence du N' ou du nœud atteint une telle fréquence.
c'est quand l'alternance de la présence et de l'absence du N' ou du nœud atteint une telle fréquence que le cerveau l'arçonne, quand la substance et la grammaire se contredisent à haute fréquence. Il y a une connaissance dans le second degré du bruit, il y a le savoir d'un non-savoir qui s'impose violemment. Mais revenons à la nuit, la lumière entame la nuit, ne la cache pas vraiment, c'est le clair-obscur. Le petit garçon crie une phrase de Vinci, qu'est-ce qui est le plus difficile, la répartition de la lumière et de l'ombre ou le beau dessin. Fin de citation. Donc, quel clair-obscur pour l'oreille? On ne passe pas au cri comme ça, ne qualifions pas trop vite l'indéterminé. L'intuition est trompeuse autant que la raison quand il s'agit de ne pas nommer. Pourtant le cri doit avoir à voir avec ce que l'on cherche. Éprouver le vide et le transformer en plein, en l'éprouvant, éprouver le silence et, au bout du compte, l'entendre en barouf. Plutôt alors remplir le vide de la conscience qu'on en a. La nuit de Monk, c'est la sauce spatiale de Weil, reprise par Feyerabend. Weil, la reconstruction mathématique du continuum sélectionne, du flux de la substance visqueuse, un amas de points individuels. Le continuum est broyé en éléments isolés, et l'interconnectivité de toutes les parties est remplacée par certaines relations entre les éléments isolés. En géométrie euclidienne, il suffit d'utiliser le système des points, dont les coordonnées sont les nombres euclidiens. La sauce spatiale, continue, qui s'écoule entre eux, n'apparaît pas. Fin de citation. Mais, commente Feyerabend, la sauce spatiale continue peut se faire remarquer au moment où nous opérons dans de nouveaux domaines de recherche. Fin de citation. La sauce spatiale continue peut se faire remarquer. Peut se faire remarquer. Peut se faire remarquer. Le bruit au second degré, c'est exactement ça. Quand la conversion du continu en vide s'est tellement rodée qu'on oublie qu'elle est faite, et que l'on prend le vide comme un objet du dehors, alors que tout nous mène à savoir que c'est impossible. Puis, le bruit du retour au continu, le bruit presque douloureux d'avoir à le reconstituer, si l'on tient un efficace minimum de notre rapport à ce que l'on n'est pas, le monde, etc.
mais aussi à ce que l'on est, le corps, etc. Le B2, c'est la fureur violente de l'opération incessante du continu dans le discontinu et du discontinu dans le continu. Ça fait du bruit, mais un drôle de bruit. Entends-tu quelque chose? Non? Rien? Entends-tu quelque chose? Non? Rien? Oui? Quelque chose? Quoi? Tu entends un truc qui fait ceci ou cela? Oui, j'entends, dans le silence, ce truc, cette chose, ce machin. Mais voici que j'entends X ou Y. Et là, fin de la tentative de description. Mais voici que j'entends X ou Y. Et là, fin de la tentative de description, on a reconnu et on nomme. Et que nomme-t-on? La cause du son, non plus le son lui-même. Ou le vide compliqué de la cause. Avec le son, quand on sait, on passe à la cause. Et on en cause. Le bruit au second degré commence là, dans cette disjonction entre le su et l'éprouvé, entre savoir et expérience, entre preuve et épreuve. Le silence au second degré émerge de l'expérience d'un continu, expérience qui nous semble ancrée dans une réalité extérieure, donnée la continuité du sonore elle-même. Le bruit au second degré émerge de l'expérience d'un vide que l'on sait ne pouvoir arriver. Il y a une fausse symétrie entre les deux qui n'est qu'une amplification de celle, fausse aussi, entre bruit et silence tout simplement. Bruit de sentir, aperçu pensé, différent de son savoir. Pourquoi un bruit? Parce qu'il n'en finit pas d'épurer sa reconnaissance, car il n'y a pas beaucoup de différence entre le reconnaître et reconnaître qu'on le reconnaît. Il y a une impasse de la représentation, un cul-de-sac, une fin. On ne sait plus si le il de la phrase est le bruit ou le sujet au bruit. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un vide qui arrive du dehors et un vide généré dedans. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Tu es tout simplement en train de nous dire que le silence, ne nous arrivant pas, quand il arrive quand même, on le remplit alors d'un monologue intérieur débattant de ce hiatus tout en sachant que de sujet intérieur, il n'y en a pas non plus. Ce qui ne fait qu'ajouter sur ce vide qui n'existe pas une couche de bruit, savoir que faire de ces inexistants s'empillant les uns sur les autres. Et que donc, il n'y a pas de silence 1, ni même peut-être de silence 2, seulement un bruit au second degré. Oui, mais c'est pas si simple, en tout cas pas pour moi. Reconnaître le silence quand il arrive, remplit le vide de labyrinthe à jamais multiple de la similitude, il se remplit d'une identité, que l'on sait fictive, car la réalité qu'elle est supposée renseigner, est cette identité elle-même. C'est l'arsène.
Reconnaître le vide, c'est le remplir d'un terme et c'est boucler l'attention sur elle-même deux fois, le vide, dehors, et le vide, dedans, la conversion alternative et à haute fréquence du plein et du vide, avec en prime le bruit, de la saute irrationnelle, entre l'absence de son et la présence de termes. Le bruit de la faute logique à la fois, su et irrépressible. Je n'entends le vide que s'il est aussi en moi. Je ne dois pas le reconnaître, pas le nommer donc. Si je le reconnais, je remplis le vide d'au moins un terme. Aucun doublé de l'image n'est possible avec le silence entre son concept et son phénomène. On pourrait penser dans un premier temps que... On pourrait penser dans un... On pourrait penser dans un premier temps que l'on arrive grosso modo à ce bruit second en chargeant le mulet du nom bruit de tous ses sens, plutôt plus que moins hétéroclite, mais, au bout du compte, c'est à l'émergence d'une fonction que l'on assiste. Le bruit au second degré, c'est quand les fonctions du bruit nous arrivent. Wittgenstein résume ainsi, le philosophe se laisse souvent hypnotiser par l'existence, pour deux objets, d'un même signe. Or, la communauté de signes ne saurait être tenue pour caractéristique des objets eux-mêmes. Fin de citation. Quand on est à l'écoute, on a l'impression que cette défaillance des mots représente plutôt bien, dans notre langue, ce débat sans fin que le sonore provoque quand s'implique de lui un silence. Pour une fois. Que serait pensé le désordre sans l'ordonner? De la même façon que serait pensé le bruit sans en faire dans sa pensée? Le B2 est un bruit de cause. Dire que nommer bruit le renverse, en lui donnant un terme, ne dit pas l'inintérêt de nommer, mais l'innommable que devrait être le bruit pour avoir le rôle qu'on lui prête. D'accord, mais là nous sommes face à un drôle d'objet, le bruit, puis le bruit au second degré, qui aura à voir avec le silence, le rien ou mieux, la sensation que rien n'arrive. Et l'équivoque des signifiants semble pour une fois adéquat au signifié. L'innommable que devrait être le bruit, l'innommable que devrait être le bruit pour avoir le rôle qu'on lui prête. L'innommable que... L'innommable que devrait être le bruit pour avoir le rôle qu'on lui prête. C'est peut-être que de signifier, il n'y en a pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à reprendre la voix de Lacan quand je dis ça. Il n'y en a pas dans la mesure où si le bruit et le silence sont au départ des objets, ils se transforment en fonction ou en opération dans le raisonnement dès qu'on y pense un peu plus que d'habitude. Le bruit, le silence, le rien, des fonctions dans la pensée, bien plus que des objets à percevoir.
On croit nommer un objet qui arrive, une durée qui vient, et on nomme une opération. 6. Cette place individuée sur la surface, chaque mouette l'a choisie. Pourtant, l'eau prend une forme adéquate à ce qu'est un corps de mouette. Le choix des mouettes est alors probablement induit par l'eau, même si l'eau, elle, ne choisit rien. Cette boucle, dans l'organisation des relations, infuse le temps et l'espace, de l'eau, de l'air et des mouettes, dans ses moindres plis, et menace d'annuler toute forme de hiérarchie temporelle et spatiale, en faisant des causes des effets et des effets des causes. Isolé du reste du sonore, un son nous arrive avec son monde, et son monde est fait de toutes ses causes. Quand un tel son arrive et que son monde paraît disproportionné par rapport aux causes qu'on lui trouve, à l'écoute en y pensant, ça fait du bruit. Tel est le bruit au second degré, le bruit de l'écart entre la perception et l'explication. Et l'explication d'un son ne va pas sans un peu de sa prédiction et vice-versa, c'est que la causalité est à reprendre sur son mode antique, motrice, matériel, final, formel. Un écart donc entre la perception, l'explication et la prédiction. Cet écart est maximum quand rien arrive ou quand un rien arrive ou quand rien n'arrive. Et il s'insinue dans l'écoute et bruite la masse du signal en jetant un double sur la causalité de tous les sons dans le sonore. Le B2 est un bruit de cause. Il y a de l'idiotie là-dedans. Le B2 arrive quand on ne sait plus si l'entendu est ici, ou là, dedans ou dehors, quand on ne sait plus si on est en train de décrire ce qui est, ou de le juger, de constater une réalité, ou de revendiquer l'être d'un possible. Cet idiot-là reste coincé dans l'alternative de la conversion du continu en silence, et cela fait du bruit. Et ça crie même. Pour n'entendre que du B2, il faut être idiot, un idiot d'un genre bien particulier, idiot de l'histoire car rien n'est plus historique et contextualisé que le lieu de cette alternative. Cet idiot-là est au point de confondre ses constats et ses revendications. Le B1 c'est l'objet, le B2 c'est l'opération. Ça me semble plus adéquat à la notion de bruit que de le découper en un cortège de définitions à jamais ouvert à de nouvelles recrues. À des niveaux de complexité différents, ensemble des objets, ensemble des opérations, B1 et B2 gardent toute la complexité de la notion. Fin, merci.